Dernière ligne droite avant le second tour de l'élection présidentielle pour la Guyane, ce sera ce samedi dans 4 jours avec entre-temps le grand face-à-face entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, le débat de l'entre-deux-tours qui se tiendra demain mercredi. Après un premier tour marqué dans beaucoup de territoires d'outre-mer et notamment en Guyane par une forte abstention ainsi qu'un vote massif pour la candidature de Jean-Luc Mélenchon, la campagne de l'entre-deux-tours sur le territoire est nettement plus discrète qu'il y a encore quelques semaines. Pour parler de cette campagne, nous sommes ce matin avec Georges Patient. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup, Georges Patient, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes, je le précise, le correspondant opérationnel en Guyane de la campagne d'Emmanuel Macron. Votre priorité, Georges Patient, depuis dimanche dernier et dans ces prochains jours, dans les derniers jours qu'il reste avant la fin de cette campagne, c'est de cibler qui, les abstentionnistes ou bien les électeurs, les nombreux électeurs de Jean-Luc Mélenchon? C'est de remobiliser tous ceux qui trouvent un intérêt à participer à cette campagne et à l'élection présidentielle. Bon, il est évident que l'appel va en priorité aux abstentionnistes. Très nombreux. Très nombreux, comme d'habitude. Je crois qu'on est à 2 points simplement de plus ou de moins par rapport aux dernières élections présidentielles. Et également aux mélenchonistes, parce que effectivement, il y a eu un gros score réalisé par Mélenchon en Guyane. Plus de 50%. Plus de 50%, un peu presque 3 fois plus qu'il n'en avait fait en 2017. On ne peut leur rester indifférent et analyser ce résultat. Ce que nous faisons d'ailleurs, ce que nous ferons durant toute la campagne, et ce que nous répétons depuis le début, auprès de Emmanuel Macron et de son équipe, pour qu'une attention plus soutenue soit portée en Guyane, que nos relais nationaux, nos parlementaires, soient davantage pris en considération. Mais ce que je retiens surtout, et c'est ce que je n'entends pas assez souvent ici, c'est que tous ces mélenchonistes qui ont eu cette victoire retentissante ne sont pas, pour beaucoup d'entre eux, à l'écoute de ce qu'a dit Mélenchon dès la fin du premier tour. Notamment que pas un bulletin ne devrait aller à Marine Le Pen. Il l'a d'ailleurs répété plusieurs fois lors de son discours à l'issue des résultats du premier tour. Or, je n'entends pas en Guyane les représentants de Mélenchon, bon nombre d'entre eux, pour bon nombre d'entre eux, reprendre ce message. Donc, je me pose un certain nombre de questions. Avant de revenir un petit peu, on va dire, sur le comportement à venir des électeurs, notamment de Jean-Luc Mélenchon pour ce deuxième tour, j'aimerais qu'on dise quelques mots, Georges Patient, sur l'abstention, avant même de commenter les autres résultats. Près de 64% d'abstention en Guyane. Comment en tant qu'élu, sénateur, soutien du président sortant, Georges Patient, vous comprenez cette participation particulièrement basse, même si vous l'avez dit, elle ne change pas énormément par rapport à 2017. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous en tirez des conséquences particulières? Écoutez, c'est un fait récurrent en Guyane, pas uniquement pour l'élection présidentielle. Oui. Bon, en dehors des élections locales, municipales, où on dépasse quelquefois le taux de 50%, il y a ce problème de l'abstention en Guyane. Je ne reviendrai pas sur les différentes analyses qui ont été faites. Est-ce un manque de désintérêt pour la chose politique? Est-ce qu'on évolue pas normalement dans le cadre dans lequel nous évoluons? Donc, autant de questions qui se posent. Bon, on a même vu d'ailleurs, puisque la question de l'évolution statutaire est pendante, en 2010, à peine 70% également s'étaient déplacés pour voter pour ce sujet quand même qui est important et qui revient et qui est actuellement en pleine actualité. Donc, c'est un problème. On essaie de l'analyser, on essaie de faire en sorte que les gens remplissent ce que je qualifiais de devoir, mais force est de constater qu'on n'y arrive pas. Mais en faisant quoi finalement? Est-ce qu'il y a vraiment une solution pour changer ça, ou bien c'est juste... Est-ce la disparition des partis politiques avec des militants qui effectivement incitaient à aller voter, faisaient passer les messages? Bon, c'est peut-être également un peu ça. Mais quand je regarde un peu les autres outre-mer, on est également dans la même situation, avec une forte abstention. Et d'ailleurs aussi en France, dans l'Hexagone, on en parle. Je pense qu'il faudrait peut-être revenir
vers le système de votation. Est-ce qu'il faudra le rendre obligatoire comme on le fait au Brésil, puisqu'on en parlait tout à l'heure? Vous êtes pour le vote obligatoire? Écoutez, compte tenu de l'importance du vote, je pense que des solutions de ce genre devraient progressivement être prises. Oui, parce que j'en reviens finalement à ma première question. Est-ce que ça vous inquiète, cette abstention, on va dire, systémique, qui revient maintenant élection après élection? Ah ben bien sûr que ça ne peut que m'inquiéter. Moi, je suis un démocrate. Le meilleur système quand même pour faire jouer cette démocratie, c'est le système du vote. Hein. Dans le temps, on est passé du vote censitaire, du vote élitiste, etc. Maintenant, c'est le vote universel. Dès qu'on est citoyen, on peut voter. Donc on doit assumer et ne pas se contenter de critiquer et ne pas assumer. Les Outre-mer, qui n'étaient déjà pas très présents lors de la campagne pour le premier tour, semblent relativement loin des débats qui se tiennent depuis la semaine dernière. C'est dur de convaincre Georges Patient sur le terrain des électeurs potentiels quand on a l'impression que la Guyane, que les réalités d'Outre-mer sont, je ne vais pas dire exclues, mais tout de même bien à la marge de ce qui est débattu dans l'Hexagone. Non, moi je pense qu'il faut savoir susciter l'intérêt des électeurs. Les candidats, tous, même dès le premier tour, ont compris l'intérêt des Outre-mer. Et tous, le mien notamment, même s'il y avait un programme national, ils ont tous cherché à avoir une déclinaison territoriale. Et Emmanuel Macron, ça a été le cas. Il a fait une lettre aux Guyanais, il a beaucoup parlé des accords de Guyane, il a fait des vidéos, il s'est adressé aux Outre-mer. Donc on ne peut pas considérer que les Outre-mer aient pu être une quantité négligeable dans cette campagne. Bon, les candidats se sont déplacés ou bien ont envoyé des émissaires, des représentants. Bon, nous-mêmes, nous attendons 2 représentants nationaux qui viendront échanger, débattre et peut-être très certainement sur vos ondes également. Campagne discrète malgré tout depuis dimanche dernier, Georges Patient. Comment vous l'expliquez? Pour quelles raisons? On a quand même l'impression, depuis que la France Insoumise a disparu, on va dire, de cette campagne, les débats sont moins présents sur le territoire. Elle n'est pas discrète. Cette campagne, disons qu'elle utilise les moyens modernes. Vous savez, les grands meetings politiques, les caravanes, les voitures sonos. Peut-être qu'on les voit lors des élections locales, mais pour les élections nationales, on relaie plutôt, comme vous le disiez tout à l'heure, les éléments de campagne nationale et le porte-à-porte, les voitures sonos sont moins utilisées que pour les campagnes locales. Nous travaillons beaucoup à partir des réseaux sociaux. Nous faisons beaucoup de petites réunions politiques. Il est plus évident de se retrouver avec une trentaine de personnes qui viennent avec des questions bien précises que de faire un grand meeting où il n'y aura pas grand monde, et on sait très bien que ce genre de grandes opérations n'existe plus. Bon, les grands candidats dans l'Hexagone, surtout lors des élections présidentielles, font tous un seul grand meeting pour des millions de personnes. Donc, nous ferons certainement une réunion politique dans les grands centres avant le second tour, mais l'action que nous faisons, c'est un peu le porte-à-porte, la conviction par phoning, tracting, et puis les réseaux sociaux. Et pour dire quoi? Pour mettre quel thème en avant? Est-ce que la campagne que vous menez dans cet entre-deux tours est différente de celle que vous avez pu faire il y a encore quelques semaines avant le premier tour, Georges Patient? Mais nous essayons de convaincre davantage, de montrer que le candidat Macron, contrairement à ce qui peut être dit, galvaudé, a fait en Guyane. Tout n'est pas parfait, mais si je prends les accords de Guyane, le plan d'urgence, il a été réalisé en totalité, sauf pour 2 mesures qui concernent le foncier. Sur le plan additionnel, il a dépassé le montant qui était sollicité. Il y a eu les contrats de convergence, les 300 millions accordés à la CTG, et tout récemment encore des fonds ont été accordés à la CTG. D'ailleurs, l'exemple le plus concret, c'est le vote à l'unanimité du budget de la CTG. Quand en fin de quinquennat, un budget est voté à l'unanimité, et quand on sait que ce budget dépend à plus de 80% des fonds d'État,
ou des fonds européens, on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Et quand on voit tous ces chantiers qui actuellement sont ouverts en Guyane, les lycées, les collèges, la centrale du Larivot, et déjà acté le CHRU, on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Qu'on critique le président Macron sur la gestion de la pandémie, mais même là aussi, quand on regarde bien, c'était pas si catastrophique que ça. Il existe, c'est vrai, un gros problème, c'est celui des soignants qui n'ont pas voulu recevoir la vaccination obligatoire. Bon, objecteurs de conscience, etc. C'est un problème, c'est vrai. Bon, je travaille avec les autres collègues pour voir si des dispositions pourront être prises en leur faveur. Mais globalement, quand on regarde, j'ai quand même une longue expérience politique, quand on regarde ce qui a pu être fait avec le président Macron et ce qui a pu être fait avec les par ses précédents prédécesseurs, on se rend compte quand même qu'on est en progression. Malgré tout, sur l'état des services publics, des infrastructures, et c'est d'ailleurs ce qu'ont ciblé un certain nombre, pour ne pas dire d'ailleurs tous les candidats lors de ce premier tour de Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, ils ciblaient ce manque-là, ce sous-dotement pour la Guyane, Georges Patient. Vous savez, j'ai toujours été pour l'évolution statutaire, pour l'autonomie de la Guyane. Et ça, je l'assume. Mais quand on assume, on doit aller jusqu'au bout. On ne doit pas, à certains moments, mettre en avant la question de l'autonomie et en même temps demander encore plus à l'État, même sur les compétences qui ne sont pas régaliennes. Donc, je crois qu'il faudrait que nous regardions, nous aussi, plutôt que de renvoyer la balle, même quand finalement le mal c'est peut-être nous. Et pour le coup, l'évolution statutaire, grande ligne de fracture entre la candidate Marine Le Pen et le candidat Emmanuel Macron, où on a bien vu, on avait d'ailleurs reçu à ce même micro Jérôme Arbour il y a quelques jours nous dire que non, l'évolution statutaire, si Marine Le Pen était élue, ça ne serait pas pour la Guyane. Ah mais écoutez, il faut s'y attendre quand même. Quand on connaît l'histoire du Front National, quand on connaît le père fondateur du Front National et ses exactions en Algérie, quand tout récemment encore Marine Le Pen parlait de bienfaits de la colonisation, on a le droit de se poser des questions. Quand on sait que la Guyane c'est quand même une terre d'immigration, qu'on se batte pour limiter l'immigration illégale, mais il y a des mesures qui seront atroces pour certains immigrés qui sont là depuis très longtemps. J'ai cru comprendre qu'on demandait qu'ils soient régularisés, dans le courrier adressé par Gabriel Serville au président de la République. Mais avec Marine Le Pen, ça sera fini. Le rapprochement familial n'existera plus, le droit d'isole, fini. Donc, le choix doit être clair et simple. Et pour autant, et pour revenir sur l'évolution statutaire, je reprends de mémoire les mots de Jérôme Arbour qui disait « À quoi bon une évolution statutaire dans la mesure où l'argent viendra toujours de l'État français ?» Qu'est-ce que vous répondez à ça, Georges Patient ? Écoutez, moi, c'est pour ça que je vous dis que je suis pour une évolution statutaire, pour une autonomie, parce que je considère qu'actuellement, dans le cadre dans lequel nous sommes, nous avons un certain nombre de blocages qui nous empêchent d'aller vers notre développement endogène. Je prends le cas, par exemple, de nos ressources naturelles. Il y a la fameuse loi ILO, que je n'ai pas votée, même si elle est du gouvernement Macron, qui nous interdit les forages pétroliers offshore. On connaît tous les problèmes que rencontrent les multinationales et les PME locales pour l'exploitation aurifère. Tout ça parce que, actuellement, l'écologie est un peu mise au centre de la politique, peut-être à juste titre pour l'Hexagone. Mais nous, en Outre-mer, nous sommes quand même des pays neufs, nous avons besoin d'être développés. Et je me dis que si on peut lever ces obstacles juridiques ou politiques, peut-être, sûrement même, nous connaîtrons une ère de prospérité comme celle qui est annoncée pour le Guyana et le Suriname. Le front républicain est définitivement mort, Georges Patient, notamment en Guyane, où les appels à voter pour Emmanuel Macron et donc contre Marine Le Pen ont été moins importants que ceux de 2017. Et je pense notamment aux déclarations de dimanche dernier du président de la CTG, Gabriel Serville, qui n'a pas appelé à voter contre le Rassemblement national. Écoutez, je pense qu'il n'est pas mort. Moi, je m'attends à un sursaut. Vous savez... voter blanc, ne pas appeler
à voter Macron, c'est voter brun. C'est voter pour l'extrémisme. Donc, je ne veux pas penser que mes compatriotes oublient leur histoire. On aime beaucoup parler d'identité ici. Je pense qu'il y aura ce sursaut et que les Guyanais comprendront très bien, comme ils savent le faire, et iront mettre un bulletin pour Emmanuel Macron. Mais est-ce que ce discours, Georges Patient, il n'est pas à bout de souffle, le fait de dire voter contre et pas voter pour? On parle de la Guyane, mais on parle aussi de l'Hexagone. Ce sont des problématiques qui agitent notamment, on va dire, tout le camp de la gauche depuis ces dernières semaines. Est-ce qu'on n'arrive pas au bout d'un processus qui aujourd'hui n'a plus trop de sens? Non. Écoutez... le sursaut républicain, il existe. Le dimanche des élections, en dehors de Zemmour et de Dupont-Aignan, tous les autres candidats, d'une façon ou d'une autre, ont dit qu'ils feraient barrage. Qu'ils feraient barrage au Front National. Il y en a qui ont appelé directement à voter Emmanuel Macron, d'autres comme Jean-Luc Mélenchon qui ont dit qu'ils ne mettraient pas un bulletin pour Marine Le Pen. Mais ce Front républicain, tout de suite... a surgi et actuellement est en pleine réaction contre cette peste brune. Alors pour le premier tour, Emmanuel Macron est arrivé en 3e position en Guyane derrière Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. 14,22% des votes pour Emmanuel Macron, 17,66% pour Marine Le Pen. En nombre d'électeurs, les choses n'ont presque pas changé depuis 2017 en Guyane. Les deux candidats ont convaincu quasiment autant d'électeurs que lors de la précédente présidentielle. Est-ce que vous attendez, Georges Patient, à un scénario, on va dire, similaire à celui de 2017 en Guyane quand Emmanuel Macron avait quadruplé quasiment son nombre d'électeurs entre le premier et le deuxième tour? Écoutez, nous faisons, ceux qui sont avec moi, et nous sommes quelques-uns quand même, nous faisons tout pour que la situation soit inversée dimanche. Samedi en Guyane. Samedi, oui. Donc, les électeurs guyanais, je pense qu'ils nous entendront et sauront que nous sommes devant un choix crucial. Et je suis certain qu'ils feront le geste de se déplacer pour voter, ça je m'adresse aux abstentionnistes, et ceux qui, pour l'instant, émettent des doutes, je leur dis qu'il ne faut pas voter blanc. Voter blanc, je le répète, c'est voter brun, c'est voter pour l'extrémisme. Alors il n'y a malheureusement pas de statistiques électorales précises qui sont faites sur la Guyane, mais quand on voit qui vote pour qui, au moins à l'échelle nationale en fonction de son statut social, on constate quand même une partition très nette de l'électorat. D'un côté, je résume, une France diplômée qui gagne plutôt bien sa vie, qui est nettement macroniste, et de l'autre côté, une France plus populaire, plus pauvre, dont les voix se divisent majoritairement entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Comment vous interprétez, Georges Patient, ce retour du vote de classe, on peut dire? Donc je ne crois pas qu'il y ait forcément un vote de classe. Marine Le Pen recueille quand même 36% des suffrages chez les employés, chez les ouvriers, contre 17-18% pour Emmanuel Macron. Ça dit quelque chose. Donc si je comprends bien, il y aurait davantage de diplômés que de gens de classe populaire. C'est une tendance électorale, vous savez bien. Non. Bon, je pense que effectivement c'est une tendance électorale. Bon, effectivement, on peut reprocher à Macron d'être le candidat des élites, le candidat des riches. Ah, c'est pas un reproche que je fais, pour le coup. Mais quand on voit le résultat final, oui, on se rend compte qu'il a su drainer autour de lui beaucoup de membres des classes, entre guillemets, défavorisées, parce qu'il y a une politique sociale qui est également menée par Emmanuel Macron. Peut-être qu'il a pas au départ axé sa campagne sur tous ces aides qu'il a pu mettre en place. Bon, je sais qu'il met l'accent actuellement sur la vie chère, sur le pouvoir d'achat, sur les différentes primes pour les personnes défavorisées. Peut-être qu'il n'a pas le langage ad hoc, mais dans les mesures qu'il a prises, dans les mesures qui figurent dans ce programme, on peut difficilement dire qu'il ne travaille que pour une partie de la population. La réforme des retraites, c'est une réforme sociale à votre sens ? La réforme des retraites, c'est une réforme que je considère, oui, sociale.
il revient sur l'âge de la retraite qu'il avait fixé au départ à 65 ans, pour la porter à 64 ans. Mais comme vous savez, le problème de la retraite, c'est pas uniquement un problème à court terme. Il y a le problème du remboursement des dépenses liées à la retraite. Bon, quand il parle de retraite à 64, 55 ans déjà, il en parle de façon progressive, parce que c'est une réforme qui va rentrer en vigueur pas avant 2035. Mais il pense surtout au remboursement de cette dette pour ne pas la laisser à nos enfants. Marine Le Pen, quand elle parle de retraite à partir de 20 ans, quand on calcule bien, c'est impossible ce qu'elle veut mettre en place. Et on pourrait même, avec des simulations, considérer qu'il faudra aller jusqu'à 67, 68 ans dans le cadre de Marine Le Pen pour avoir une retraite décente. Dernière question, Georges Patient. On a vu le porte-parole outre-mer de Marine Le Pen venir en Guyane la semaine dernière. Est-ce que vous savez si une personnalité importante, on va dire, de la Macronie, un ministre du gouvernement ou quelqu'un de la République En Marche va venir en Guyane avant le deuxième tour ? Très certainement, dès demain et après-demain, nous recevrons la visite du vice-président à l'Assemblée du groupe En Marche, et qui est député aussi également, oui. Et qui a fait une mission sur justement l'évolution dans les dômes, l'évolution des dômes après le Covid-19. Donc je crois qu'il s'appelle Guillaume Vuilletet, il est député. Et également Hervé Berville aussi, qui est également député, qui a fait une mission sur l'aide au développement. Deux personnes très compétentes en matière de développement et en matière d'outre-mer. Merci beaucoup Georges Patient d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, sénateur évidemment et correspondant surtout, correspondant opérationnel en Guyane de la campagne d'Emmanuel Macron avant le deuxième tour. On le répète et on le rappelle, ce sera samedi et non pas dimanche comme ailleurs dans l'Hexagone. Merci encore, bonne journée à vous. Merci à vous. Radio Pays.